En 1200 avant notre ère, le prince hittite Hattusil III envoie un émissaire à Ramsès II, pharaon d'Égypte, lui demandant l'aide de son meilleur gynécologue afin de soigner sa sœur, stérile, pour qu'elle lui enfante un héritier. La réponse de Pharaon ne se fait pas attendre. Ta sœur a 60 ans, mais je lui enverrai l'aide de mon meilleur magicien ainsi qu'un excellent médecin. La réputation des médecins égyptiens est telle que les savants grecs se pressent aux portes d'Alexandrie et de l'école de médecine de Saïs afin de parfaire leur formation et, pour ceux qui n'auront pas la chance d'effectuer ce voyage initiatique et nécessaire, leurs biographes le rajouteront dans leur mémoire. Ainsi, qui aurait des raisons de douter du voyage de Pythagore en Égypte ou que Platon, alors maître en Grèce, serait devenu simple voyageur et élève à Alexandrie? Mais alors, d'où vient cette réputation des savants égyptiens? Quel héritage nous ont-ils laissé? Connaissent-ils vraiment le glaucome et la cataracte? Ophtalmologue, gastro-entérologue ou encore proctologue, qui se disait selon la traduction littérale le berger de l'anus, les médecins égyptiens étaient organisés en spécialités. D'abord, on retrouvait les sénous, médecins des Indes, sorte de médecins traitants. Ensuite, les wabous, eux, étaient les spécialistes. Ils prétendaient tirer leur pouvoir des dieux. Enfin, les saous étaient les conjurateurs, magiciens qui soignaient à l'aide d'incantations et d'amulettes. Il y avait même une hiérarchie entre les médecins. Ainsi, un certain Ésirée, qui exerçait lors du règne du pharaon Djéser, celui-là même qui a construit la pyramide à degrés, était surnommé le chef des dentistes. Dame Péséchette, quant à elle, était la surveillante des femmes médecins. Il s'agit peut-être de la première doctoresse connue de l'histoire de l'humanité. Les jeunes médecins apprenaient dans des maisons de santé, sorte d'hôpitaux publics où les soins étaient gratuits et dispensés à tous. Ceux qui se destinaient à devenir médecins des femmes apprenaient à déterminer si une femme était enceinte grâce à un test de germination des graines. Dans le papyrus médicinal de Berlin, il est écrit « Tu placeras de l'orge et du blé dans 2 sacs que ta femme arrosera chaque jour. S'il germe, c'est que ta femme enfantera. » Des études modernes ont montré que ce phénomène était lié à la présence d'hormones folliculaires dans les urines féminines. Cependant, ce test n'est positif que dans 40% des cas. Ils avaient également compris le lien entre l'arrêt des règles et la grossesse. Ainsi, un hymne à Khnum, au temple d'Esna, dit « Tu es Khnum, le mâle copulateur, qui rend les femmes enceintes et tarit les menstrues au bon moment. » Ils apprenaient également l'anatomie, dont les connaissances étaient solides pour l'époque, grâce aux techniques de momification et d'embaumement. Ainsi, ils avaient décrit les vaisseaux sortant du cœur comme les ramifications des canaux du Nil. Cependant, ils n'avaient pas bien compris le rôle de la circulation sanguine, puisque dans le papyrus d'Hébers, il est écrit que ces conduits, ces canaux servent à véhiculer des toxines, et que lorsqu'ils se bouchent, les toxines débordent et cela cause les maladies. Ils avaient également compris le rôle du liquide céphalorachidien, dans lequel baigne le cerveau. Ainsi, une description anatomique des blessés de guerre dit « Si un soldat a reçu un coup sur la tête et qu'un liquide blanc s'écoule de son nez, alors c'est qu'il est perdu. » Cela correspond dans la médecine moderne à une brèche ostéoméningée, qui signifie une rupture des structures enveloppant le cerveau et l'écoulement du liquide dans lequel baigne le cerveau. Cela peut entraîner des complications infectieuses notamment, qui si elles ne sont pas traitées peuvent s'avérer mortelles pour le patient. Des chirurgies étaient également régulièrement réalisées. Ainsi, cela pouvait aller de l'amputation aux simples soins de pansement en passant par l'exérèse de masses sous-cutanées. Sur un bas-relief au temple de Komombo en Haute-Égypte, on retrouve même représentés les instruments de la panoplie du chirurgien. Certaines sources rapportent que les médecins d'alors, avant d'intervenir, lavaient leurs mains et les instruments dans du sel de natron. Cela permettait, peut-être sans qu'ils le sachent, de les désinfecter. Les médecins d'alors connaissaient également les ganglions et les tumeurs qu'ils confondaient. Ils les qualifiaient sous le nom de maladies du dieu Khonsu, les gonflements, sécrétions montantes et substances qui rongent, les agents pathogènes. Dans certains papyrus, on retrouve même des diagnostics différentiels entre une tumeur du sein et un abcès mammaire. Ainsi, il est écrit « Si tu cherches les signes distinctifs d'une grosseur du sein droit ou gauche, alors que tu la trouves extrêmement gonflée et dure sous tes doigts comme une pierre qui serait isolée, et que la malade souffre à l'épaule, au nez, dans tout l'œil gauche et aux cuisses, ceci est du domaine du formulaire magique du médecin. » Il est décrit ici une tumeur où le lymphœdème, la compression des réseaux lymphatiques, vient augmenter de volume différents organes. Si par contre, la grosseur a fabriqué un liquide purulent qui s'est épanché de lui-même en dehors
Tu diras concernant cela, c'est une grosseur due au Ujedu, au niveau du sein, qui a fabriqué des sorties multiples, une maladie que je traiterai. Lorsqu'ils examinaient un malade, ils étaient tenus de se prononcer. C'est un mal que je soignerai, c'est un mal qui est incertain, ou c'est un mal que j'accompagnerai, le patient éperdu. Des études réalisées dans les années 70 montraient que près de 70% des plantes utilisées dans la médecine égyptienne étaient encore retrouvées dans le British Pharmaceutical Codex. Cependant, d'autres études ont montré que près de 70% de ces mêmes plantes n'avaient en fait aucun effet thérapeutique dans l'indication qui leur était attribuée. Ainsi, aux côtés de la camomille, du papyrus, des décoctions de lotus ou autres plantes, on pouvait retrouver des choses plus exotiques, comme des décoctions à base de fientes de mouche, des potions de fientes de crocodile, de pénis d'âne, ou encore d'autres horreurs. Ils ont mangé le magnon? Ainsi, les anciens Égyptiens disposaient d'un système de santé performant, gratuit, reposant à la fois sur des croyances ésotériques, magiques et populaires, mais également sur des descriptions anatomiques et une compréhension physiologique. Nous connaissons leurs pratiques grâce aux papyrus d'Ebers, d'Edwin Smith ou de Berlin, mais également grâce aux contes et légendes sur le grand médecin et architecte Imhotep que l'on invoquait dans les temps difficiles. Nous avons également un héritage dans le vocabulaire, plus subtil. Par exemple, le terme migraine vient du grec hémicrania qui signifie moitié de la tête, qui est en fait directement copié-collé du mot égyptien guest tep qui signifiait moitié de tête, puisque dans une migraine, on a mal d'un côté de la tête. Mieux encore, cataracte vient directement de l'ancien égyptien Akhet Netmou qui signifie la montée des eaux. Mais peut-être que l'exemple le plus poétique est celui de la pupille, qui se disait en ancien égyptien la jeune fille dans l'œil, qui par un glissement étymologique a donné en latin le mot pupille, qui signifiait la jeune fille. Et puis qu'on retrouve aujourd'hui en espagnol, où la pupille peut se dire la niña de los ojos.